Tout d'abord, merci pour l'invitation et l'opportunité de vous donner les témoignages de ce qu'on fait au Chili. Et, voilà, j'espère que j'arriverai à m'exprimer en français. Voilà, notre pays, comme Isabelle l'avait déjà dit, c'est un pays assez spécial au niveau géographique. Je vais vous montrer quelques images pour montrer la diversité de notre paysage. Ça, c'est le Torres del Paine, au sud du pays. Après, l'extrême nord, le désert d'Atacama, le plus sèche du monde. L'intersection entre le désert et la vallée où on commence à voir des cultives, ça c'est ce qu'on appelle le petit désert, c'est où on commence à voir des vignobles. L'extrême sud, où il n'y a que l'élevage des animaux. Et la typique région centrale, la vallée, ça c'est la vallée de Colchagua, où il y a de vignobles plus importantes. Voilà, comme apparemment le Chili c'est le paradis de la vigne. L'industrie du vin remonte il y a 5 siècles, lorsque le conquérant espagnol a apporté les premières vignes qui ont encore le cépage País. En Argentine, il s'appelle le Criolla, c'est le même type de cépage. Flanqué de la cordillère des Andes à l'est, merci, et le Pacifique à l'ouest, cette longue étroite terre bénéficie d'une géographie et un climat particulièrement bien adaptés à l'agriculture biologique. Ces conditions naturelles favorables ont permis de développer une viticulture presque exempte de parasites et maladies, et avec de nombreux cépages encore plantés en pied franc. C'est vrai que maintenant, les nouvelles plantations, on utilise le porte-greffe parce qu'on a besoin pour gérer les nématodes ou les problèmes de salinité, en quelque part. Mais sinon, on a pas mal de vignobles, des anciens vignobles encore en pied franc. Mais tout cela ne suffit pas pour devenir un pays vert. Les conditions naturelles ne suffisent pas. Et Chili est confronté au marché bio. 90% de notre production de vin va à l'exportation. Et il était nécessaire de se rendre compte que les consommateurs sont de plus en plus formés et informés et ont évolué vers des positions plus exigeantes en ce qui concerne la nourriture. Ainsi, la qualité des produits, le respect de l'environnement et la sécurité alimentaire ne sont pas négociables. Ce sont des chiffres pour vous montrer. Aux États-Unis, le vente de vin organique, ça représente 161 millions de dollars. En France, j'ai vu qu'il y a 3% de ventes de vins qui sont de vins catégorisés organiques. En Espagne, c'est moins. Donc, Chili vers une viticulture durable. Il y a eu quelques années avant des initiatives particulières. Au milieu des années 90, la société Emiliana, qui appartient au groupe Concha y Toro, a commencé la reconversion des vignobles pour la gestion biologique. En 2001, il a été le premier établissement vinicole chilien avec la certification ISO 14001. Et ça, c'est un fait. Et actuellement, c'est la plus grande surface de vignes du monde sous certification biologique. Ils sont 927 hectares certifiés bio par la société suisse IMO. Et il y a 2 vins de gamme avec la certification allemande Demeter biodynamique. Voilà, c'est l'une de ce vin certifié biodynamique. Et là, les préparations homéopathiques qu'ils utilisent. Voilà. Mais tel qu'en Argentine,
On a au Chili aussi notre plan de stratégie qui a commencé, c'était démarré l'année 2010 vers l'année 2020. Et l'une des piliers de ce plan de stratégie, c'est la durabilité. C'est dans sa déclaration de principe. La déclaration de principe du plan, c'est de devenir le plus grand producteur de vin de gamme, diversifié et durable dans le vin des nouveaux mondes. Assez exigeante comme vous. L'industrie se regroupe dans l'association qui s'appelle Vinos de Chile, et le bras technique de l'association Vinos de Chile, ce sont les consortiums. Et le consortium I+D, ça veut dire recherche et développement, c'est qui s'occupe du programme de durabilité. Donc, au cours des dernières années, le consortium a mis au point son programme de développement durable pour l'industrie, ce qui représente un ensemble d'initiatives pour les établissements vinicoles à mettre en œuvre pour parvenir à des méthodes de plus en plus durables tout au long de la chaîne de valeur de la vinification, sachant que, comme on a déjà entendu cet après-midi, la durabilité représente la convergence de l'activité qui est respectueuse de l'environnement, socialement équitable et aussi économiquement viable. Voilà, le consortium I+D, il a 3 grands projets. Le premier, s'occupe de qualité des vignobles, c'est-à-dire l'amélioration génétique de matériaux de préparation, qui soient sanitaires, pour les mettre à disposition des producteurs. Le deuxième, c'est le développement durable, qu'il y a 10 projets, je vais nommer rapidement. Un projet sur le stockage du vin, stockage et transport du vin. Et comme nous, on fait, je veux dire, beaucoup d'exportation, c'est très important d'identifier les variables critiques impliquées dans ces processus. Et l'autre, c'est de la caractérisation de la géologie des différentes zones viticoles. Notre pays est très divers en géographie et aussi la composition de sol est assez diverse. Donc, ça, c'est un projet qui a 4 ans de duration. L'autre projet sur les changements climatiques et les implications sur le nouveau zone vinicole. Les dernières 6 années, la région destinée aux productions de vin s'est étendue 200 km au nord et 300 km au sud de ce qui était avant. Donc, le changement de climat nous a amené à trouver de nouvelles régions qu'avant on ne cultivait pas les vignes. L'autre projet, c'est un système de contrôle des résidus de pesticides. L'autre projet, c'est un management de la biodiversité et la gestion de l'eau, tel qu'en Argentine, on utilise de l'eau. C'est assez important de manager bien le système de goutte à goutte. L'autre projet, c'est sur l'énergie et réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Notre projet sur la responsabilité sociale. C'est le projet que j'ai déjà nommé le Code national du développement durable qui a déjà commencé. Et c'est un projet à 10 ans, donc il y a encore de travail à faire. Et aussi, un travail qui commence, c'est aussi de transmettre ces codes aux fournisseurs, c'est-à-dire aux fournisseurs de matières premières. Bon, je vais expliquer brièvement de quel s'agit le code.
il fournit un cadre commun pour guider tous les vignobles chiliens vers des pratiques culturelles plus durables et de mesurer les progrès accomplis dans ces domaines grâce à une certification qui est reconnue et validée. La certification est réalisée par des entreprises certifiées inscrites dans un registre des certificateurs du code. Donc, ce qui est certifié, c'est la gestion de l'entreprise. Celles qui sont certifiées ont le droit d'utiliser le sceau qui se montre là, sur les bouteilles. C'est volontaire, hein, c'est un instrument volontaire et c'est destiné à intégrer des pratiques durables en fonction des besoins des 3 domaines qu'il savait aussi, il avait déjà nommé. Le code vert, c'est du vignoble, c'est tout ce qui est la gestion des ressources naturelles, de parasites, de maladies, l'agrochimie et la sécurité des travailleurs dans le vignoble. Le code rouge implique le cave, les usines de mise en bouteille, l'efficacité énergie, la gestion de l'eau, des déchets, le recyclage et la prévention de la pollution. Et le code orange, l'éthique, l'environnement, les conditions de travail, le marketing, leurs préoccupations pour les consommateurs. Donc, le code s'applique à tous les types d'entreprises du vin, quelle soit leur échelle de production. Je vais vous montrer après qu'est-ce qui se passe maintenant. En effet, malheureusement, c'est les entreprises qui ont rentré dans ces codes, c'est malheureusement seulement les grandes entreprises. Et après avoir identifié les pratiques associées de chaque secteur, des normes et des listes de vérification correspondantes ont été élaborées pour chacun, qui comprend le point de contrôle avec un total de points et de formes de vérification pour chaque exigence. Certains de ces points sont critiques et sont considérés comme obligatoires. Et un manuel sur le développement durable a été conçu pour dégager les recommandations pour chaque point de contrôle. Et pour obtenir la certification, un producteur doit respecter 100% de points critiques et obtenir un score total de moins 60% de conformité, calculé sur la base du nombre total de points qui pourraient être obtenus en fonction de la situation de l'entreprise en cours d'évaluation. La certification dure 2 ans et la mise en œuvre du code a débuté en janvier 2011. J'ai corrigé l'information qu'avait donnée Isabelle. Et, en commençant avec seulement le domaine vert, et le rouge et l'orange vient de commencer cette année, en janvier 2013. Et il y a 2 niveaux de participation. Le niveau 1, c'est pour l'enregistrement et pour la formation dans les codes. Il permet d'accéder à l'information du manuel, à les normes de certification des autres documents, ainsi qu'à toutes les activités de formation révisées dans les pratiques durables. Il y a une taxe pour accéder à ce niveau, qui est en relation au niveau des ventes, des exportations. Et au niveau 2, c'est déjà la certification. Les CAF peuvent obtenir une certification selon les codes de durabilité, qui consiste à passer par tous les processus. Le coût de la certification aussi dépend de la taille de la cave, de sa condition. Voilà, ça c'est le processus, enregistration, en auto-inspection, après c'est l'inspection de l'information, l'inspection des rapports, l'audit et la certification finale. En ce moment, il y a 307 établissements vinicoles qui sont certifiés et 27 caves sont inscrits au niveau 1 de la formation. C'est important de dire qu'au Chili, l'industrie, c'est une industrie très concentrée. On a 360 caves, on l'appelle viñas. Et
Donc, on voit ici qu'on a seulement 10% de caves impliquées dans les programmes de durabilité. Et aussi, il faut ajouter que de ces 30 entreprises, il y a beaucoup qui sont relationnées et qui appartiennent au même groupe. Donc finalement, de 37, on peut dire qu'il y a 15 sociétés qui se sont inscrites dans le processus. Voilà, j'avais dit déjà des entreprises que je montre, peut-être quelques marques que vous voyez ici sont peut-être connues entre vous, et ce sont de grandes vignes, les plus grandes au Chili. Donc, mais il y a un autre côté, il y a aussi, c'est pas, je ne veux pas être négative, hein, je vais être honnête, hein, montrer ce qui se passe. Mais il y a un côté, il y a beaucoup des initiatives particulières qui commencent à se développer dans ces lignes de durabilité. Et qui ont commencé pour la nécessité de préserver un espace géographique et humain particulier. Je vais citer seulement 2 exemples de projets à cet égard. L'une s'appelle le vin ancestral de Villa Alegre. Villa Alegre, c'est le nom d'un petit village dans la vallée de Maule. C'est 300 km au sud de la capitale, Santiago. Villa Alegre, ça veut dire joyeux village. Et c'est une petite ville située sur les rives de la rivière Loncomilla, dans la vallée de Maule, avec une ancienne tradition vinicole. C'était un port par lequel arrivait un bateau, beaucoup de produits, de céréales qui se transportaient de cette région, qui est une région agricole importante. Donc, le nom vient de cette époque, parce que tous les ports en général, ils ont un vue très vivante, il y avait beaucoup d'activités, de vue. C'est l'où devient le nombre de petits villages. Il y a encore 50 petites caves où les raisins sont vinifiés en conditions presque 100% organiques, qui appartient aux petits producteurs avec un moyen de 2 hectares de vignobles chacun, plusieurs fois dans les patios arrière de leur maison. Et la date de l'âge de ces vignes vont de 100, 2 ans, 3 ans, et il y a quelques-uns de 400. Je vais vous montrer ici des images pour... C'est le cépage plus planté là-bas, c'est le cépage País. C'est le cépage qui venait d'origine espagnole. Et c'est planté principalement en Cabeza, en Gobelet. Vous voyez, on voyait du vignoble dans les patios de maisons, typiques maisons où ils font la vinification, des anciennes machines qui s'utilisent encore. Et ces dernières photos, seulement pour vous montrer que ça, c'est l'une des régions qui était plus touchée au cours des tremblements de terre en 2010. Voilà, des autres images. La récolte se fait aujourd'hui, comme ça, encore, dans ce petit village. Le transport dans la rivière. Et c'est un panneau qui montre le typique vin que les locaux produisent et vendent. De vin doux. Chicha, c'est un type de vin doux. Donc, quelle est la définition de ces projets? Ce projet est un projet actuellement en cours avec un 70% de financement public. Corfo, c'est une corporation de l'État qui donne du financement dans différentes filières. Il y a une filière pour l'agriculture. Il y a des projets qui
on fait des projets pour avoir des financements dans différents domaines. Donc, c'est un projet qui s'appelle PROFO, c'est-à-dire de petits exploitants. Et le but, c'est que Villalegre et ses producteurs soient partie d'un territoire socialement responsable. C'est un modèle qui s'est développé dans la région du sud de l'Espagne. Et actuellement, c'est au stade de la conception du plan des affaires pour les 3 premières années. Et il y a 3 étapes du projet. La première, c'est la conduite du vignoble en termes d'obtenir une haute qualité, régulation de la recherche et irrigation, définition de mix de cépages et l'âge minimum de plantes. Et l'autre étape sera de travailler sur la vinification en respectant les méthodes les plus anciennes de production du vin avec un accent sur la durabilité. Cela implique la reconstruction et la réhabilitation de caves antiques initialement conçues pour la production de petits volumes de vin à vendre comme le chicha que j'avais montré sur le panneau. L'idée, c'est de préserver ça, mais en utilisant la technologie, les connaissances actuelles, mais en respectant leur façon de travail ancienne. Et le troisième point, c'est la commercialisation. En insistant sur les concepts d'un seul producteur de vin de qualité, mis en bouteille et avec une appellation d'origine protégée, la promotion et les positionnements et l'éducation de niches différentes, et implique aussi la création d'un magasin de vente au cœur même du village, un raccordement pour des visites et des vignobles et des caves. Le quatrième point sera la création d'un cadre juridique à travers la création d'un territoire socialement responsable et un protocole d'adhésion. Et le principal impact est au niveau économique et culturel. À partir d'une situation de petite marge et de dépendance absolue du pouvoir acheteur de récents et vents génériques en vrac, parce que c'est ça ce que font, qui faisait le producteur de cette partie. Il était obligé presque à vendre leur raisin à un prix minimum aux grandes entreprises. Donc, à partir de cette situation, l'idée c'est que les producteurs peuvent maintenir leur activité, ces vignobles centenaires et ces caves, et offrir à ses descendants un mode de vie et une entreprise qui rapporte alternative à la vente actuelle de terres, à la plantation de cultures annuelles, ou la location de terrains, ainsi qu'une nouvelle attraction touristique pour une région qui a été défavorisée à cet égard. Et voilà, c'est le deuxième projet que je voulais vous montrer. C'est dans une vallée un peu plus au sud, c'est la vallée des Itata. Le projet, c'est de faire du vin effervescent dans la zone côtière de la vallée d'Itata. Et dans ces vallées, la vigne a été plantée par les Espagnols. Et au milieu du 19e siècle, 80% des vignobles au Chili étaient parmi la vallée d'Itata et la vallée de Biobío, un peu plus au sud. Aujourd'hui, ça ne représente que le 4%. Voilà, donc le vin était le Pipaño, c'est un vin, je me disais, sans soufre, et c'était transporté dans des tonneaux au nord du pays. Ici, le vigne, même que dans la vallée de Villalegre, ici on voit les anciens cèpes en gobelet. Voici le vignoble, c'est un vignoble vallonné, comme vous voyez.
voilà, on voit des petits producteurs qui ont déjà commencé à faire de vin moussé avec le cépage, certains cépages aromatiques moscatel. Donc, la définition de ce projet, c'est le développement du vin effervescent, méthode champenoise, par des petits producteurs dans l'intérieur des terres arides, secano, et des côtières de la vallée d'Itata. La nécessité de préserver le patrimoine culturel et historique de la viticulture au Chili. Les conditions météorologiques permettent la production de vins à faible degré alcoolique et une bonne acidité. Donc, c'est idéal pour la production de ce vin effervescent. L'objectif, c'est de fournir une source de revenus supplémentaires pour les petits agriculteurs afin de permettre la conservation du patrimoine culturel et historique des Tata profonds, empêchant la migration de leurs enfants. Promouvoir aussi le tourisme à travers d'un itinéraire effervescent où les visiteurs peuvent déguster ces vins avec des autres produits et recettes de la région, rencontrer les producteurs et sentir l'expérience d'un tourisme basé sur la réalité. En ce moment, le stade du projet, il y a un plan pilote avec 10 producteurs, dont 6 vendent leurs produits à des foires financées par des organismes de l'État. Et ces producteurs ont mis un exemple pour les autres dans différentes parties de la vallée. Donc, ce projet s'approche un petit peu dans l'esprit de leur conception. Donc, plus qu'une aide sociale, c'est nécessaire de soutenir l'entrepreneuriat de chacun de ces producteurs afin qu'ils puissent transformer leur viticulture de subsistance en une entreprise rentable. Ça, c'est le seul moyen pour éviter la perte du patrimoine vitivinicole. C'est ça le message final que je voulais transmettre. Merci.